Bonjour mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je suis le professeur Gbedia Hortense Dodo. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle révélation scientifique. L'amour que les Kamites ont pour leurs cheveux leur attire de la jalousie et de la discrimination. C'est de cela que nous allons parler. Alors, il faut dire que depuis plusieurs siècles, les Occidentaux mènent une guerre contre les cheveux des Kamites. C'est intéressant, hein? Très souvent, on parle de la guerre contre l'être humain lui-même. Mais en plus de ça, il y a une guerre contre la chevelure des Noirs. Et l'une des raisons, c'est que l'amour que les Noirs, et surtout les femmes noires, l'amour qu'elles portent pour leurs cheveux, leur attire de la jalousie, du mépris et de la discrimination. Lorsqu'on compare les 7 variantes raciales qui existent sur cette planète Terre, comme vous le voyez à gauche, on remarque que les Blacks de Kama, les Blacks d'Afrique, les Noirs de l'Afrique, ont une texture de cheveux qui est vraiment très différente des autres groupes raciaux. Et cette texture-là a des particularités qui leur procurent beaucoup d'avantages. L'un de ces grands avantages, c'est que la texture de leurs cheveux fait que les femmes Kamites ont un privilège inouï de pouvoir faire une diversité de coiffures, de coupes, etc. Donc, ce que les autres groupes ne peuvent pas faire forcément. Il est important de noter que le rôle des cheveux, c'est non seulement pour la beauté, non seulement pour la protection contre le froid, la chaleur, les rayons ultraviolets, en gros les intempéries de l'environnement. Mais les cheveux ont également un rôle dont on parle très peu, c'est celui de capteur et d'émetteur d'énergie et d'information. Oui, les cheveux sont également des transmetteurs et des récepteurs d'information et d'énergie, tout comme les antennes des insectes. Et nous allons aller parler de cela un peu plus en profondeur dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le fait que les femmes Kamites sont souvent critiquées pour le temps, l'énergie et l'argent qu'elles dépensent dans l'entretien de leurs cheveux. Et on pense que c'est un peu une fantaisie des temps modernes. Mais lorsqu'on va un peu en arrière, et qu'on retourne dans l'Égypte ancienne, dans l'Égypte antique, on découvre que les femmes noires égyptiennes avaient déjà à cette époque-là des habitudes capillaires, donc des habitudes au niveau de l'entretien de leurs cheveux qui n'étaient pas très différentes de celles des femmes d'aujourd'hui. Déjà dans l'Égypte antique, les Égyptiens, les Noirs égyptiens avaient déjà inventé ce concept de perruque, le concept de extension des cheveux, etc. On a tendance à nous faire croire aujourd'hui que les extensions, les perruques, tout ça sont des inventions de l'Occident, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, la perruque que vous avez à gauche, elle date de plus de 3000 ans et elle peut même être vue au British Museum. Donc, vous voyez déjà des nattes qui ont survécu tout ce temps et des cheveux crépus. Tout ça, ça fait partie de cette perruque-là qu'un homme et une femme auraient porté à l'époque de l'Égypte ancienne. Vous regardez également ce couple égyptien, ces statues qui portent une perruque typique du 4e et de la 5e dynastie. Et en bas à droite, vous avez cette princesse égyptienne qui a soit une perruque, soit une coupe de cheveux très extravagant avec des nattes, en gros qui rappelle un peu les façons de faire les cheveux des femmes d'aujourd'hui. C'est important de rappeler que les peuples autochtones de l'ancienne Égypte, de l'Égypte antique, étaient des blacks, des noirs, au bon temps comme on dit, donc black. Et ce qui est contraire à la narrative que les occidentaux ont essayé de propager pour nous convaincre que l'Égypte et l'Égyptien de l'Antiquité étaient des êtres humains blancs. Encore une autre manipulation et une diffusion faite sciemment par l'Occident qui cherche à s'approprier tous les atouts de cette brillante civilisation qui n'a toujours pas été égalée, même dans ces temps modernes.
Donc, sur cette image, sur la tête de cette momie égyptienne qui a plus de 3000 ans, on retrouve des extensions. Donc, 3000 ans après, on a retrouvé des extensions sur cette terre-là. Encore une fois, ce concept d'extension et de perruque avait déjà été inventé et utilisé par les Égyptiens et les Égyptiennes dans l'Égypte antique. Encore une fois, c'était des noirs, des blacks. Et donc, les habitudes des femmes kamites, en un mot, aujourd'hui, sont assez similaires par les habitudes des femmes égyptiennes de l'époque. Le niveau de créativité, d'appréciation artistique et tout ça était déjà existant. Donc déjà à l'époque de l'Égypte antique, les femmes noires avaient déjà exprimé un grand amour pour leurs cheveux et pour la diversité de coiffures qu'elles faisaient. Lorsqu'on observe pratiquement tous les peuples noirs de Kama, toutes les cultures traditionnelles, tous les Kamites, dans tous les villages, dans les familles, dans les communautés, on réalise très rapidement que la chevelure et l'entretien de la chevelure occupent une place centrale et importante dans toutes les activités de la société. Donc, on retrouve dans pratiquement toutes les sociétés kamites des sessions de hair grooming ou des sessions d'entretien de cheveux. Et c'est pendant ces périodes-là, ces sessions de partage et fraternisation entre mères et filles, entre sœurs, entre cousines, entre amis. Et donc, c'est pendant ces périodes-là où on entretient les cheveux, où on s'entraide pour se faire les tresses, les cheveux, que s'opère la transmission des traditions, la transmission des us et des coutumes qui sont en général transmis de mère à fille et en différents membres de la famille. Et donc, c'est pendant ces sessions-là que ça se fait. Donc, vous imaginez qu'au fil des temps et suivant les régions, on a une diversité vraiment très abondante de coiffures. Mais c'est important de notifier ici que même les hommes, ce qui est un peu triste que on ne voit plus ça aussi comme on le voyait à l'époque, même les hommes entretenaient leurs cheveux entre eux. C'était quelque chose de beau à voir et que ça serait bien de relancer. Donc, ces séances d'entretien de cheveux, ces séances de fraternité, de partage, ces séances d'amour que les Kamites ont pour leurs cheveux, ont donné lieu à une floraison de coiffures, à une diversité époustouflante de styles, à des coupes artistiques symétriques, non symétriques, à des modèles de coiffure, depuis les tresses, depuis les designs fractales, depuis les nattes, depuis les tresses au fil, depuis les cornrows, etc. Et même également les afros, les bantou knots, etc. Des coiffures plus attrayantes les unes que les autres. Tout simplement, waouh! Et ça, malheureusement, la plupart des femmes des autres groupes ne peuvent pas, n'ont pas ce privilège-là. Donc, c'est quand même intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Comment est-ce que les Africaines, comment est-ce que les femmes kamites, comment est-ce que les femmes noires ont pu partir de la floraison de coiffure, de la diversité de coiffure que je vous avais montré, de tout cet art-là, de cette beauté époustouflante. Comment on a pu partir de cette diversité à ça? Really? Donc, pour essayer de trouver une réponse à cette question, je vous invite en fait à venir avec moi en arrière, environ 2 siècles et demi en arrière. Nous allons aller en Louisiane, aux États-Unis, en 1786. Les lois Tignon ou lois somptuaires venaient d'être adoptées et cette loi-là disait quoi? C'était des lois qui interdisaient aux femmes noires d'exposer leurs cheveux en public. C'est-à-dire que la loi imposait que les femmes noires se cachent les cheveux sous un foulard. Eh bien oui, elles n'avaient pas le droit de montrer leurs cheveux naturels comme ça. Mais pourquoi, direz-vous? Ben parce que les femmes noires qui venaient d'être nouvellement libérées s'habillaient de façon trop élégante
et avaient des coupes de cheveux trop belles et trop extravagantes qui commençaient à rivaliser trop librement avec les femmes blanches, et cela menaçait l'ordre social. Donc les femmes blanches qui n'étaient pas très contentes et que les femmes noires attiraient de plus en plus l'attention et le regard des hommes blancs, donc elles se sont organisées et elles ont poussé le gouverneur à faire voter ces lois Tillon-là. Mais les sisters n'avaient pas dit leur dernier mot. Donc elles étaient contraintes, c'était une loi, elles n'avaient pas le choix. Elles n'avaient plus le droit, voilà, des êtres humains qui n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux naturels en public. Il fallait attacher des foulards. Donc elles n'ont pas dit leur dernier mot. Pourquoi? Parce qu'elles ont transformé cette loi en une mode. Eh bien oui, elles ont caché leurs cheveux dans des foulards en utilisant des tissus les plus colorés, les plus beaux, les plus éclatants. Elles y ont ajouté des bijoux, des rubans, elles ont fait des styles d'emballage et tout cela, des fleurs, etc. Et tout cela accentuait encore plus leur beauté. Et donc malgré la loi Tillon, malgré la loi Somptier, les hommes blancs ont continué à poursuivre les femmes noires. Donc la loi Tillon, il faut dire, malheureusement, a marqué le début officiel de la guerre contre les cheveux des Noirs. Donc en fait, pour survivre, les femmes noires ont été forcées soit à porter des foulards, ou l'autre option qu'elles avaient, c'était de défriser leurs cheveux pour que leurs cheveux ressemblent aux cheveux des femmes blanches, ce qui était beaucoup moins intimidant pour ces femmes-là. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé dans le passé. Mais on penserait parfois que cette loi Tillon est quelque chose du passé, est quelque chose qui a 250 ans. Mais non. La guerre contre les cheveux des Blacks a continué d'exister jusqu'à nos jours. Oui, oui. C'est seulement en mars 2022, c'est-à-dire il y a 8 mois, 9 mois, c'est seulement en mars 2022 qu'aux États-Unis, la Chambre des représentants a passé ce qu'on appelle The Crown Act Bill. Donc, c'est une loi qui enfin interdit la discrimination contre les cheveux des Noirs. C'est-à-dire que jusqu'au mois de mars 2022, il y avait écrit dans les books, dans les livres légaux des États-Unis, il y avait une discrimination, c'est-à-dire les Noirs n'ont pas le droit de porter leurs cheveux naturels. Ben oui. Donc cette loi-là a perduré jusqu'à maintenant. Et figurez-vous que tout le monde avait le droit de juger, de critiquer et de rejeter les cheveux des femmes noires, de tous les Noirs, mais surtout des femmes noires, parce qu'on jugeait que ces cheveux-là n'étaient pas propres, n'étaient pas professionnels, et tout simplement, ça ne respectait pas les normes des cheveux des Blancs. Donc cette loi-là, elle a été adoptée, vous voyez là qu'on a 19 États qui ont déjà voté pour, on a 31 États qui doivent voter. Et ce type de loi-là existe non seulement aux États-Unis, mais la discrimination et la guerre contre les cheveux des Kamites est quelque chose qui existe également dans les livres en Angleterre et en Afrique du Sud et franchement pratiquement dans tous les pays européens. Ce qui est triste, c'est que non seulement les femmes noires doivent se débattre pour exister, pour porter leurs cheveux naturels, vous imaginez, mais nos petites filles de 6 ans, 8 ans, 10 ans sont déjà poussées à se justifier, à se débattre, à combattre cette injustice-là. Parce que en Afrique du Sud, en Angleterre, aux États-Unis, dans certaines écoles, lorsque des petites filles vont avec les cheveux nattés ou elles vont à l'école avec des cheveux en afro, ben on les fait retourner à la maison
Et c'est ce type de discrimination-là. Vous imaginez en Afrique du Sud, les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école avec des cheveux afro. Donc, vous comprenez que le mouvement des cheveux nappies est un impératif. Un impératif qui s'impose à tous les Kamites. Oui. Il est temps de sortir des modèles de cheveux imposés par d'autres groupes. Il est temps que les Kamites, les femmes Kamites surtout, retournent vers nos sources et nos traditions capillaires pour se réinventer. Oui, de la même façon que les sœurs nigérianes sont parties puiser dans leurs sources et leurs traditions pour lancer à l'échelle mondiale la mode des grands foulards. Donc cette mode-là qui a fait un grand buzz à l'échelle planétaire, à tel point que des grandes célébrités noires américaines telles que Beyoncé, Tyra Banks de American Next Top Model, et même les femmes blanches ont copié et porté ces foulards-là. Donc de cette même façon que nos sœurs nigérianes sont parties dans leur culture et tradition, puiser cette source-là pour les grands foulards, il est important de comprendre qu'on peut faire la même chose pour relancer, pour redynamiser et pour relancer une coiffure kamite qui appartient vraiment aux Kamites. On comprend donc que depuis plusieurs siècles, les Occidentaux font la guerre contre les cheveux des Kamites. Donc, est-ce qu'au XXIe siècle, les coiffures des femmes africaines devraient continuer d'être sous le contrôle d'un autre peuple? Est-ce que les femmes africaines devraient attendre que les modes des cheveux viennent de nos sœurs noires américaines qui elles-mêmes sont sous le joug de la discrimination? Est-ce qu'il faut continuer dans ce XXIe siècle-là à se laisser volontairement ou par ignorance impacter par les lois sentières ou des variations de ces lois-là? Il est impératif que les femmes kamites, que tous les kamites, mais surtout les femmes, renouent avec leur culture et leur tradition capillaire et qu'elles s'organisent pour lancer des modes de coiffure typiquement afrocentriques, non seulement qui sont très belles à voir, mais qui ont aussi le potentiel d'augmenter leur capacité d'intuition, de télépathie. Il est très important d'associer la pensée juste, la parole juste et l'action juste dans cette lutte pour retrouver la dignité humaine de l'être humain noir et pour retrouver la souveraineté africaine. Merci.